Il est tout juste 19h sur Alula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Rentrée scolaire dans les communes rurales. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur les écoles communautaires. Des structures qui fournissent cantines, transports et fournitures scolaires. De quoi alléger les charges des parents d'élèves. Tout un programme pour atténuer la déperdition scolaire dont nous parlera en direct Youssef Fethi, directeur provincial de l'enseignement d'El Youssoufia. À travers les royaumes, ces écoles communautaires sont déjà au nombre de 19. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du sepsis, l'empoisonnement du sang, une pathologie à l'origine de plus de 11 millions de décès par an à travers le monde. Pour sensibiliser le grand public contre cette maladie mortelle, une campagne de sensibilisation est menée par l'association France Sepsis. Sa fondatrice Jamila Djal est l'invitée du journal Main dans la main pour vaincre le sepsis et le slogan de cette campagne d'information et de sensibilisation. Enfin, nous vous emmènerons à Debdou pour une immersion dans le folklore lahlaoui à l'occasion de la 16e édition du festival du même nom. Dans toute la province, les couleurs du chant et de la danse lahlaoui ont résonné. Un voyage dans le temps pour faire découvrir l'histoire de cet art populaire amazigh. Bonsoir à tous. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, et en marge de sa participation à la première conférence internationale sur l'innovation de défense, le général de corps d'armée, inspecteur général des Forces armées royales et commandant de la zone sud s'est entretenu ce mardi avec le général de corps d'armée Aviv Koavi, chef d'état-major général des Forces de défense israéliennes. Un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales précise que lors de cet entretien, les deux responsables ont abordé les questions d'intérêt commun, notamment les moyens de renforcer la coopération entre les deux armées et son élargissement au domaine de la technologie et de l'innovation. Direction Genève, où dans une déclaration prononcée lors de la 51e session du Conseil des droits de l'homme, le groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Maroc, composé d'une quarantaine d'États, a réitéré aujourd'hui son appui à la souveraineté pleine et entière du Royaume sur ses provinces du Sud et aux efforts sérieux qu'il déploie pour le règlement du différend autour du Sahara marocain. Prononcée par la délégation des Émirats arabes unis, la déclaration rappelle que la question du Sahara marocain est un différend politique traité par le Conseil de sécurité qui reconnaît la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc, sérieuse pour une solution politique définitive à ce différend régional. Le groupe se félicite de l'ouverture par de nombreux pays de consulats généraux dans les villes de Dakhla et Laayoune, qui constituent un levier de renforcement de la coopération économique et des investissements au profit des populations locales, du développement régional et aussi continental. À Vienne, le Maroc préside la réunion G77 plus Chine. La sûreté nucléaire était au centre de cette réunion, l'occasion pour le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique de souligner l'importance de maintenir, d'améliorer et de promouvoir la sûreté nucléaire, la radioprotection, le transport et la gestion des déchets, ainsi que la préparation aux situations d'urgence dans le monde entier. Solidarité Sud-Sud, la République centrafricaine sollicite un appui marocain dans le domaine de la décentralisation, du développement local, de la régionalisation et de la déconcentration plutôt. C'est ce qu'affirme le ministre centrafricain de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Je voudrais avant toute chose remercier le roi du Maroc pour l'attention particulière prêtée à notre pays, la République centrafricaine, dans le cadre de la coopération bilatérale liant notre deux pays. Le Maroc s'est beaucoup investi pour la République centrafricaine et vice-versa. Et nous sommes dans de très bonnes relations entre nos deux pays. Nous avons passé un très bon séjour. Ça nous a permis de débattre des questions concernant nos relations bilatérales et beaucoup plus dans le domaine de la décentralisation et développement local, de la régionalisation et de la déconcentration. C'est des grands défis que la République centrafricaine est en train de relever au sortir des grands événements que nous avons connus, qui a
fait tant souffert le peuple centrafricain, la grande crise que nous avons traversée. Dieu merci, avec le concours du Maroc qui a envoyé un contingent important dans le cadre du déploiement de la MINUSCA en République centrafricaine. Éducation, l'accès aux bancs de l'école en milieu rural n'est pas chose facile pour tous. Pour lutter contre la déperdition scolaire, les écoles communautaires jouent un rôle clé. Dans la province de Tiznit, les enfants sont totalement pris en charge. Transport, cantine et fournitures scolaires leur sont assurés. Reportage sur place de Hijb Tamk Mustafa Ouda sur un commentaire de Nisrine El-Hamdaoui. À l'école communautaire Arbaat Rasmouka à Tiznit, la rentrée scolaire a démarré sur les chapeaux de roue. Les élèves semblent avoir bien pris leur marque. Dans les classes, l'ambiance est studieuse. Passées les présentations, les cours commencent. Les élèves sont d'attaque. Les conditions nécessaires à une scolarité en bonne et due forme sont visiblement là. Nous nous rendons chaque matin à l'école à bord du transport scolaire. Nous avons eu droit à notre lot de manuels scolaires et nous avons même accès à la cantine au sein de notre établissement. La rentrée scolaire s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Après avoir accueilli les élèves, nous leur avons soumis une feuille d'évaluation diagnostique afin d'identifier leurs lacunes. Nous sommes en phase de préparation d'un plan de réhabilitation. Cette année, la rentrée est placée sous le signe « Une école de qualité pour tous ». 19 écoles communautaires ont été aménagées à l'échelle nationale. Elles se situent à proximité des zones reculées et fournissent certaines prestations sociales ô combien vitales pour l'élève comme pour les parents. Cette école a ouvert ses portes en 2012. Notre objectif majeur est de lutter contre l'abandon scolaire et de mettre un terme à l'enseignement en classe partagée. Cette année, nous avons accueilli 64 élèves en CE1. Aucun cas de décrochage scolaire n'a été signalé. Autre particularité de cette nouvelle rentrée, la stratégie de généralisation de l'enseignement préscolaire, avec pas moins de 26 000 classes aménagées dans les établissements de l'enseignement public primaire. 26 000, dont près de 70% en milieu rural. L'école communautaire, c'est donc une réelle volonté de faire barrage à l'abondance scolaire et au décrochage scolaire des filles dans les zones rurales. Dans la province de Youssoufia, tout un réseau d'écoles communautaires est déployé. Et pour nous éclairer un peu plus à ce sujet, le directeur provincial de l'enseignement dans cette même région nous rejoint en direct par Skype. Youssef Haddouche, bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une école communautaire? Pourquoi cette appellation? Bonsoir madame, et merci pour l'invitation. Une école communautaire, c'est tout simplement un établissement scolaire primaire qui permet d'assurer le respect des normes de la scolarisation des élèves. Et cet établissement se compose en termes de consistance physique d'un nombre suffisant de salles de classe, un pavillon administratif bien évidemment, une salle multimédia, un terrain de sport, et puis une cantine scolaire qui, bien évidemment, donne l'accès à la restauration pour les élèves. Le but et l'objectif, finalement, c'est d'abord l'encouragement de la scolarisation des filles, surtout au milieu rural, et c'est le cas pour la DP de Youssoufia. Aussi, ça permet de lutter contre la déperdition scolaire, et ce, par le biais de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Cette amélioration passe bien évidemment et incontournablement par la réduction des effectifs des élèves. Et donc, c'est une façon de lutter contre l'encombrement, mais aussi pour mettre fin au niveau, ou ce qu'on appelle communément les classes partagées ou les classes à niveau multiple. Ceci permet bien évidemment une bonne qualité de l'enseignement qui est le slogan justement de cette année scolaire. Et dans le reportage, il est question de tests d'évaluation diagnostique pour les élèves. Quel en est l'objectif ? Ce test, c'est un test de positionnement. C'est un test qui définit, bien évidemment, moyennant ou en utilisant des grilles d'évaluation et des critères qui sont établis en concertation avec les inspecteurs et les enseignants. Ce test définit le niveau acquis par les élèves.
Et ainsi, ça permet de déceler les difficultés pour certains élèves en termes d'acquisition durant l'année dernière, bien évidemment. Et ceci va permettre, par voie de conséquence, d'engager un programme de consolidation par groupe, mais aussi dans certains cas individualisés. Et ceci, bien évidemment, va permettre une remise à niveau de l'ensemble des élèves pour pouvoir commencer avec moins de difficultés, mais aussi avec plus d'engagement et de motivation le programme scolaire en cours. Et cette nouvelle rentrée scolaire est placée sous le signe pour une école de qualité pour tous. Les cours commencent par des séances de lecture. Expliquez-nous un tout petit peu. Justement, cette école de qualité repose sur 3 piliers essentiels. Il y a l'élève d'un côté, il y a l'enseignant et l'établissement scolaire de l'autre. Et justement, dans cette relation élève-enseignant, cette année, il y a un panel d'activités qui seront considérés comme un rituel et qui vont attaquer principalement la lecture en arabe, la lecture en français, les mathématiques et aussi les activités, entre parenthèses, physiques dans le cadre scolaire. Justement, pour ce qui est de la lecture, donc il sera consacré au début de chaque séance 10 minutes pour la lecture en arabe et en français. Vous savez bien que par rapport aux tests internationaux ou les évaluations internationales, il y a un problème où les élèves du Maroc, donc il y a un problème au niveau de la lecture en français essentiellement, il y a des lacunes à ce niveau-là. Et donc, via cette approche-là, ce rituel, je pense qu'on aura l'occasion d'améliorer justement la langue française et la langue arabe, qui, à mon sens, sont des supports justement d'enseignement. Si on prend le cas du français, l'enseignement des matières scientifiques, par exemple. Youssef Aït-Haddou, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur provincial de l'enseignement dans la province de Youssoufia. Dossier santé, le monde célèbre ce 13 septembre la journée mondiale du sepsis, l'empoisonnement du sang. Première cause de décès évitable dans le monde, avec environ un décès toutes les 2,8 secondes. Une campagne de sensibilisation a été lancée pour alerter tant le grand public que les professionnels de la santé sur la dangerosité de cette pathologie. Son slogan, main dans la main pour vaincre le sepsis. Iman Aglou. De jour comme de nuit, des cas urgents affluent à l'hôpital d'enfants Abdrahim El-Harouchi. Leur souffrance est potentiellement mortelle à cause du sepsis, plus connu sous l'appellation empoisonnement du sang. Une maladie provoquée par une réponse immunitaire excessive à une infection grave. Cette maman est au chevet de sa fillette, transportée ici en urgence. Dimanche soir, ma fille était très souffrante à cause d'une infection pulmonaire. Elle avait de la fièvre et des vomissements, presque inconsciente. Les services d'urgence l'ont prise en charge. Elle va beaucoup mieux maintenant. Et comme elle, bien d'autres enfants, des nourrissons, voire des nouveau-nés sont touchés par cette maladie infectieuse due à l'introduction d'une bactérie dans le sang. Le plus souvent, la maladie est provoquée par une infection non traitée ou mal soignée. Il y a certains facteurs liés à l'immunodéficience qui exposent les enfants aux maladies respiratoires. C'est une pathologie très fréquente chez les enfants. En l'absence d'une intervention médicale d'urgence, les complications peuvent évoluer et virer vers des formes d'infection encore plus graves. Des formes graves qui peuvent acculer ces petits patients à un séjour en réanimation. À cause de cette maladie peu connue, un décès toutes les 3 secondes est recensé. Le taux de mortalité dû à l'empoisonnement du sang est très élevé. Les parents doivent s'alerter dès les premiers symptômes pour éviter que la situation ne se complique. La maladie est en effet mortelle à hauteur de 70%. Des décès évitables en cas de prise en charge précoce pour lutter contre ce problème de santé qui cause 11 millions de décès dans le monde chaque année. Et c'est Jamila Hedjal, fondatrice de France Sepsis Association, qui nous rejoint en direct depuis Paris. Jamila Hedjal, bonsoir. Votre association fédère des familles et patients, des professionnels de la santé au Maroc et en France. La campagne que vous lancez aujourd'hui s'étalera dans le temps. Quelles seront les actions majeures ici au Maroc ?
Alors, les actions majeures qui sont prévues donc, en partenariat avec Sihati TV, c'est tout simplement déjà, on va commencer par une campagne de sensibilisation au niveau médiatique. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour la journée mondiale du sepsis. Donc, utiliser tous les moyens de presse, de communication, réseaux sociaux et presse écrite, mais aussi médias. Nous avons aussi envisagé avec, bien entendu, la collaboration des sociétés savantes, donc de compétences marocaines qui nous rejoignent justement dans un webinaire prochainement, le 3 octobre prochain, pour sensibiliser à la fois le grand public, mais aussi les professionnels de santé, bien entendu, en dehors de la réanimation, puisque les réanimateurs sont conscients de la problématique du sepsis. Quant à ce qui est en amont, c'est-à-dire les médecins de ville et les spécialistes de ville, ont cette méconnaissance. Voilà. Et l'objectif, c'est de pouvoir, en tout cas, créer une prise de conscience à tous les niveaux et en partant, bien entendu, de la ville. Mais comme je l'ai dit, avec, bien entendu, la compétence marocaine, puisque je suis d'origine marocaine. Et pour moi, c'est une avancée pour mon pays également. Et comment se manifeste le sepsis? Comment est-il traité? Alors, le sepsis, en fait, il y a des symptômes très francs. Alors, tout dépend. Donc, que ça soit l'enfant ou l'adulte, on a des symptômes quand même similaires, à savoir donc un taux de fièvre qui peut être modéré comme une hyperthermie, mais on peut aussi avoir une hypothermie. Par exemple, chez les enfants en bas âge, on peut voir aussi des boutons violacés qui s'appellent le purpura. Nous avons également un symptôme qui est quand même important, les vomissements et l'arrêt des matières et gaz. Par exemple, chez un enfant, quand il n'urine pas toute la journée, qu'il a de la fièvre, qu'il a un état léthargique, là, ce sont des signes d'alerte. Et puis, nous avons aussi, par exemple, chez l'adulte, un état d'obnubilation avec de la fièvre, etc. C'est aussi des signes alarmants. Et la prise en charge du sepsis, c'est multidisciplinaire, c'est bien cela? Le traitement est lourd et coûteux? Alors, le traitement, bien entendu, lorsqu'on déclare un sepsis, il faut savoir, alors je vais aller justement dans la précision, un sepsis est égal à une infection, quelle que soit l'origine de l'infection. Elle peut être bactérienne, elle peut être virale, elle peut être fongique ou parasitaire. Mais nous avons toujours un point de départ d'une infection localisée. Ça peut être abdominale, comme par exemple une appendicite, ça peut être aussi pulmonaire, une pneumonie, ça peut être aussi une plaie. Donc, tout dépend, en fait, si vous voulez, du point de départ. Et c'est tout un mécanisme qui se met en place chez certaines personnes. Alors, on est tous différents, on répond tous différemment face à une bactérie. Et si vous voulez, c'est le système immunitaire qui répond de manière dysrégulée, c'est-à-dire de manière anormale. Normalement, un être humain doit répondre de manière normale, c'est-à-dire pendant une infection, on doit combattre, il a son système immunitaire qui doit combattre l'infection. Et là, pour des raisons on n'a pas encore la réponse, on a l'organisme qui se met à combattre à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va détruire les tissus et en même temps, il va dysfonctionner les organes vitaux. Donc, bien entendu, lorsqu'on arrive au sepsis, sachez que nous sommes déjà dans un état avancé, c'est-à-dire on a déjà un dysfonctionnement d'organes et on se trouve malheureusement en réanimation ou en soins intensifs. C'est pourquoi la campagne que nous menons sur le Maroc, mais aussi sur le monde, parce qu'on est ouvert aussi sur le monde, c'est de cibler en amont avant même d'arriver en réanimation. L'objectif, ce n'est pas d'arriver en réanimation, c'est de sensibiliser avant la réanimation. Parce que comme je vous dis, le pronostic vital du patient est engagé lorsqu'il est en réanimation. Il a une chance sur 2 de s'en sortir. Sachant que le sepsis cause 11 millions de décès, soit 2,8 décès par sepsis dans le monde. Jamila Hadjal, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes fondatrice de France Sepsis Association. Rabat abrite depuis ce matin les travaux de la 6e session de la réunion des directeurs généraux et des directeurs de la protection civile des pays africains. Une nouvelle session centrée sur le renforcement de la coopération et la mutualisation des moyens entre les membres de l'Organisation internationale de la protection civile. Les développements avec la Harbin Hiri, Zakaria Moukindila et Iman Ablou.
Dans un contexte mondial marqué par la recrudescence des situations d'urgence et la rareté des ressources, les pays africains sont appelés plus que jamais à coopérer en matière de gestion des risques des catastrophes. C'est l'objectif tout tracé de cette réunion. Au programme, créer des dispositifs de collecte et de partage des données et des informations, renforcer les capacités des acteurs de la protection civile et mutualiser les moyens d'intervention. La vision de l'OIPC depuis 2020, qui est en fait la mutualisation des moyens, parce que vous savez, quand on parle de catastrophe, c'est une situation face à laquelle la communauté qui est affectée est dépassée et a besoin d'aide. C'est une occasion pour les pays membres d'échanger les expertises en matière de gestion des risques, de renforcer la coopération et de poser des stratégies régionales africaines. Tout cela contribuera à rehausser le rendement de la protection civile dans les pays africains. L'expérience de la protection civile marocaine est mise en exergue. Depuis le tremblement de terre d'El Hoceima en 2004, le royaume est passé d'une approche curative à une approche préventive. Une gouvernance institutionnelle est également instaurée en matière de gestion des risques. Certaines institutions concernées voient leur capacité renforcée. Nous allons bien entendu profiter de l'expérience marocaine en matière de protection civile. D'ores et déjà, nous avons un préjugé très favorable eu égard à la qualité de l'accueil et également à l'organisation matérielle. 2 jours durant, les directeurs de la protection civile des pays africains tenteront donc de mettre sur pied les premiers jalons d'une stratégie régionale africaine. Une stratégie continentale qui sera adossée sur des stratégies sous-régionales portant sur la création et la mutualisation des moyens et des outils de gestion des risques. Dernière escale du journal Debdou dans la province de Taourir, fief d'un brassage de culture juive à Mazir. Debdou vivre au rythme de la 16e édition du festival Alaoui. Au programme, chants et danses folkloriques, un véritable voyage à travers la magie du folklore de la région de l'Oriental. Rachid Letabi avec Maria Aoued. Ils sont venus des 4 coins du Maroc pour présenter leur art. En demi-cercle sur la scène, épaule contre épaule et bendir à la main, chanteurs et danseurs en hommage à l'art d'Ahidous, une danse collective des villages amazirs du Moyen Atlas, symbole de la coexistence interreligieuse. À l'occasion de ce festival, plusieurs tribus du Maroc viennent faire une démonstration de leur art. Presque toutes les régions du Maroc sont représentées. Il y a des tribus qui viennent de Fès, de Meknes, mais aussi de Zagora ou de Ifrane. Je profite de l'occasion d'inviter tous les juifs du monde de venir ici à Debdou, de visiter Debdou, de vivre la nostalgie, la nature, la paix et la tolérance. Au terme de 3 jours de festivités où se mêlent poésie et chants religieux hébraïques psalmodiés, le prix de la culture amazir 2022 sera attribué à l'une des 34 troupes folkloriques. Une parenthèse musicale pour un petit village aux couleurs multiculturelles. Ce festival offre une bouffée d'oxygène aux habitants et permet d'assurer la pérennité de la culture amazir. Le festival Tsefrent met en lumière l'héritage culturel amazir du Maroc dans toute sa diversité. Une communion des peuples qui, à travers la musique, ne forme plus qu'un seul tout. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.